Chapitre 11. En plongée. En nous approchant d'un immense lac bleu azuré sur lequel glissaient des embarcations à voile et à moteur, tandis que sur les rives les gens se baignaient, il me vint le goût de me plonger dans ces eaux cristallines. Mais tu ne peux le faire. À cause de mes microbes ? C'est exact. Il y avait un embarcadère où les gens arrivaient et prenaient librement n'importe quel véhicule aquatique. Des yachts de luxe, de petits canots à rames, de jolies sphères transparentes de différentes grosseurs, des bicyclettes marines, ainsi que des équipements de plongée. Alors ici, on peut prendre n'importe quoi ? Bien sûr. Je crois que la majorité des gens doivent prendre des yachts de luxe. Tu te trompes. Beaucoup aiment ramer. D'autres préfèrent s'amuser avec une petite embarcation, ressentir la sensation de la proximité de l'eau, faire de l'exercice physique. Pourquoi y a-t-il autant de divertissements ? Est-ce dimanche aujourd'hui ? Ici, c'est dimanche tous les jours, dit-il en riant. Quelques-uns prirent des équipements de plongée et s'enfoncèrent sous l'eau. Que font-ils sous l'eau ? Ils se promènent, apprennent, jouissent de la vie. Veux-tu y aller ? Mais tu as dit que je ne peux pas sortir du vaisseau. En souriant, il mit le cap sur le lac et nous plongeâmes. Ce fut une très belle sensation que celle de voir apparaître ce monde aquatique. Beaucoup de personnes et de véhicules sous-marins se déplaçaient sous la surface des eaux. On y voyait surtout des sphères transparentes. Un enfant, muni d'un masque et d'un petit réservoir d'oxygène, plongeait près de nous. En nous voyant, il s'approcha de notre vaisseau, colla son nez contre la vitre d'une fenêtre et nous fit une grimace. Ami trouva cela comique. Je songeais que si j'avais été en train de plonger sur une plage de la Terre, je ne me serais pas approché avec autant de confiance d'un ovni sous-marin. Il y avait au fond du lac une énorme coupole transparente, entourée de lumières de différentes couleurs. À l'intérieur de cette grande bulle, on apercevait une sorte de restaurant dans lequel on pouvait distinguer des petites tables, un orchestre et une piste de danse. Les personnes dansaient au rythme d'une musique gaie et cadencée. Certains observaient les danseurs et battaient des mains tout en buvant à leur table des breuvages ou des glaces dans de très beaux verres. « On ne paye pas là non plus ? » ?»« On ne paye nulle part, Pedrito. La vie semble facile. Les gens semblent plus intéressés à s'amuser qu'à travailler. Oui, ici il y a très peu de travail. Le travail pénible, ce sont les machines et les robots qui le font. C'est encore mieux que d'aller au ciel. Nous sommes au ciel, non ? Ah ah ! Chaque fois je comprenais un peu plus clairement comme il serait merveilleux de vivre dans un monde comme celui-là. Il faut le gagner, dit Ami. Nous avancions lentement au fond de ce lac peuplé de plantes et de poissons étranges. Quelques pyramides apparurent. Elles s'élevaient entre les algues et les coraux de différentes couleurs. Il n'y a pas de requins par ici ? Ni requins, ni serpents, ni araignées, ni fauves. Il n'y a rien d'agressif ou de vénéneux. C'est une planète évoluée. Par conséquent, il n'y vit pas d'espèces trop éloignées de l'amour. Celles-ci demeurent dans les mondes qui les méritent. Que mangent les poissons ? La même chose que les vaches et les chevaux de ton monde, des végétaux. Dans les mondes civilisés, personne ne tue pour vivre. Aucun animal n'en mange un autre. Alors, tu ne manges pas de viande ? Qu'essayes-tu de me dire ? Je n'avais pas voulu dire une idiotie, mais Ami riait. C'est sûr que nous ne mangeons pas de viande, c'est dégoûtant. Quelle méchanceté que de tuer ces petits poulets, ces pauvres cochons et ces pauvres vaches innocentes. De la façon dont il le décrivait, cela me paraissait une méchanceté à moi aussi. Je décidai de ne plus manger de viande. En parlant de nourriture, dis-je, sentant mon estomac vide. As-tu faim ? Beaucoup. N'aurais-tu pas quelques aliments extraterrestres par ici ? Bien sûr, cherche par là, en arrière. Il me désigna une armoire derrière les fauteuils. Je soulevai un couvercle qui se glissait vers le haut, et un petit garde-manger apparut. Il y avait là une grande variété de récipients, faits d'un matériau que je supposais être du bois et marqué de signes étranges. « Apporte le plus grand !»
Je n'arrivais pas à l'ouvrir, il semblait hermétique. Ami s'amusait de ma maladresse. Appuie sur le point rouge. Je le fis, et le couvercle se leva doucement pour laisser apparaître quelques friandises ressemblant à des noix d'une couleur ambrée claire, un peu translucide. Que sont ces choses? Manges-en une? J'en pris une. Elle était molle comme une éponge. Je la goûtai du bout de la langue. Elle était plutôt sucrée. Mange, mon vieux, mange, ce n'est pas vénéneux. Ami ne perdait de vue aucun de mes mouvements. Donne-m'en une. Je lui tendis le récipient et il en prit une, la mit dans sa bouche et la mangea avec délice. Je mordis doucement dans la mienne et la goûtai avec précaution. Son goût ressemblait à celui des cacahuètes ou à de la noisette fruitée. C'était une saveur délicate qui me plut. Je deviens plus confiant et la deuxième bouchée me parut exquise. Elles sont très savoureuses. N'en mange pas plus de 3 ou 4. Elles contiennent beaucoup de protéines. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de miel, dit Ami en riant, produit par quelque chose ressemblant à des abeilles. Maintenant il riait encore plus. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux en ramener quelques-unes pour ma grand-mère? Bien sûr, mais laisse-moi le récipient. Donne-les seulement à ta grand-mère, ne les montre à personne d'autre. Mange-les toutes et n'en garde aucune, c'est promis? C'est promis. Ce qu'elles sont délicieuses. Pas aussi délicieuses à mon goût que certains fruits de la terre. Lesquels? Ceux que l'on appelle abricots. Tu les aimes? Certainement. Dans mon monde, ils sont très appréciés. Nous avons essayé de les adapter à notre sol, mais nous n'avons pas encore réussi à obtenir cette saveur. Il y a souvent des apparitions d'ovnis dans les plantations d'abricots. Ami riait aux éclats. Vous les volez? Voler? C'est quoi voler? Il faisait semblant de ne pas comprendre. Prendre ce qui appartient à autrui? Ah, de nouveau la possession. Alors nous ne pouvons éviter les mauvaises coutumes de notre monde et nous volons quelques 5 ou 6 abricots. Il riait de nouveau. Je trouvais cela amusant, mais quelque chose me déplaisait dans cette manière d'agir. Voler et voler, que ce soit un abricot ou $1 000 000, je lui dis. Pourquoi sur la terre ne laisse-t-il pas ceux qui ont besoin de quelque chose le prendre sans payer? Demanda Ami. Es-tu fou? Personne ne se donnerait la peine de travailler s'il n'y avait rien à gagner. Alors ils n'ont pas d'amour, seulement de l'égoïsme. Ils ne peuvent donner à moins d'espérer quelque chose en retour. Ami avait une façon très spéciale de dire les choses pénibles avec sourire, de la tendresse et de la compréhension. Je me mis à penser. J'imaginais que j'étais le propriétaire d'une plantation d'abricots. Les gens arrivaient et prenaient mes fruits sans rien payer. Ensuite, un coquin arrivait qui profitait de moi. Il venait avec un camion et emportait tous mes fruits. J'essayais de protester, mais il s'éloignait avec un plein camion et disait en se moquant de moi: « Quoi? Il n'y a pas d'amour en toi? Tu es un égoïste, ha 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 !» Ouf, quelle méfiance, dit Ami, qui avait perçu mes images mentales. Dans une société civilisée, personne ne profite de personne. Que va faire ce monsieur avec un camion plein de fruits? Il va les vendre, bien sûr. Rien ne se vend, il n'y a pas d'argent. Je trouvais cela amusant. Je ne m'étais pas souvenu que l'argent n'existe pas dans un monde civilisé. D'accord, mais pourquoi devrais-je travailler pour rien? S'il y a de l'amour en toi, tu seras heureux de pouvoir servir les autres, et ainsi tu obtiendras le droit d'être servi toi aussi. Tu pourras aller chez le voisin et prendre ce dont tu as besoin dans son potager, du lait chez le laitier, du pain chez le boulanger, et ainsi de suite. Et si au lieu de tout faire de façon isolée et désordonnée, la société s'organisait et apportait les produits au centre de distribution, si de ton côté, plutôt que de faire l'ouvrage toi-même, tu laissais les machines le faire, personne ne ferait rien. Il y aurait toujours quelque chose à faire. Il faut superviser les machines, en créer d'autres encore plus parfaites, aider ceux qui ont besoin de nous, perfectionner notre monde et nous-mêmes, aussi jouir de nos loisirs. Mais celui qui désire seulement jouir et ne rien faire, ne serait-il pas fautif, ce coquin? Dis-je en me souvenant de l'homme qui venait en camion pour emporter mes fruits.
Celui que tu qualifies de coquin possède un bas niveau d'évolution, moins de 400 mesures. Il a beaucoup d'égoïsme et très peu d'amour. En réalité, il se croit rusé, intelligent, astucieux, mais il est très idiot. Avec un tel niveau, il ne peut faire partie d'aucun monde civilisé. Dans ceci, on considère comme un privilège de pouvoir travailler encore plus, de pouvoir servir encore plus. Ici, beaucoup de gens se divertissent, mais la majorité travaille ailleurs, spécialement dans des laboratoires et des universités, dans toutes ces pyramides, et aussi à des missions de service sur des planètes non civilisées. Le but de la vie est d'être heureux, d'en profiter, mais le plus grand bonheur s'obtient en servant les autres. Alors ces gens, ce sont des paresseux ? Son rire me fit comprendre que je me trompais de nouveau. Non, ils ne le sont pas, mais les occasions de servir sont rares dans ces mondes. Combien d'heures par jour travaille-t-il ? Cela dépend du genre de travail. S'il est agréable, nous pouvons travailler des journées entières, comme moi en ce moment. C'est un grand privilège. Toi ? En quoi consiste ton travail ? Je vois que nous nous promenons. Ami riait. Je suis une sorte de messager ou professeur, c'est presque la même chose. Cela me parut différent. À ce moment, je vis deux jeunes gens essayer d'entrer par la fenêtre d'une pyramide sous-marine dans l'intention de voler. Ami capta ma pensée et dit en riant : « Ils lavent les vitres. Ton imagination voit des crimes partout. » « Comment sont les policiers ici ? » ?»« Les policiers, pourquoi ? » ?»« Pour surveiller, pour éviter que les méchants... » »« Quels méchants ? Il n'y a aucun méchant ici ? » ?»« Eh bien, personne n'est parfait, mais à 700 mesures, avec l'information et l'encouragement adéquats, à l'intérieur d'un système approprié d'organisation sociale, tous cessent d'être nuisibles envers leurs semblables. Il n'y a pas de raison d'être méchant et il n'est pas nécessaire d'avoir de policiers. C'est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que dans ton monde, les gens se tuent les uns les autres. Tu as raison, et il me paraît maintenant impossible que sur la terre nous arrivions à vivre comme vous. Nous sommes méchants, nous manquons d'amour. Même moi, il y a des gens que je n'aime pas. Je songeais à un compagnon de collège qui était toujours sérieux. Lorsque quelqu'un était rempli d'enthousiasme ou qu'il s'amusait, un seul regard lui suffisait pour anéantir son ardeur. Je me souvins aussi d'un autre qui se croyait un saint. Il affirmait que la Vierge lui apparaissait et lui disait qu'il irait au ciel. Il passait son temps à nous critiquer parce que nous plaisantions et que nous n'allions pas souvent à la messe. Non, je ne l'aime vraiment pas. Moi non plus, je ne trouve pas toutes les personnes de mon monde ou d'un autre monde agréables. Mais le fait est que de ne pas les trouver sympathiques n'est pas une raison pour leur causer le moindre tort. Tu es sérieux ? Tu as des défauts ? Et moi qui croyais que tu étais parfait. Moi non plus, je ne ferai pas le moindre mal à cette bande de crétins. Mais ne m'oblige pas à vivre avec l'un d'eux. Dans les mondes civilisés, il y a des âmes qui ne s'attirent pas, mais elles ne se repoussent pas non plus. Pour des missions ou des travaux qui demandent une longue période de coexistence, on cherche des personnes avec qui on a des affinités. Quoique lorsqu'on atteint 1500 mesures, on aime tout le monde. Nous devrons tenter de poursuivre ce but, mais pour l'instant, il n'en est pas exigé autant, ni de vous, ni de nous. Alors il n'est pas nécessaire que nous, les terriens, soyons parfaits ? Maintenant, mon petit ami spatial riait de bon cœur. Les terriens parfaits ? Sais-tu ce que c'est, être parfait ? Être comme Dieu ? Exactement. Qui le peut ? Pas moi. Moi non plus, dis-je. C'est typique de la mythomanie terrienne, de son extrémisme mental. Ils se tuent sans compassion, torturent, trompent, deviennent esclaves du matériel. Leur niveau évolutif est très bas, et ils exigent la perfection. Il suffirait qu'ils déposent les armes et qu'ils vivent en paix comme une famille, c'est tout. Pour y arriver, aucune perfection n'est nécessaire. Ils doivent, premièrement, cesser d'être nuisibles. C'est beaucoup plus facile que de chercher la perfection. Un simple claquement de doigts pour que le monde commence à vivre en paix, mais cela leur paraît une utopie, une folie, une impossibilité. Par contre, la perfection leur semble possible.
Ils ne font rien pour l'humanité et passent leur temps à observer les petites fautes des autres ou les leurs. Et si on se retire sur une montagne pour chercher Dieu? Mon collège étant religieux, on y parle toujours de ces sujets. Si quelqu'un se noie dans une rivière pendant que tu pries sur la rive, sans rien faire pour le sauver, Dieu serait-il content de toi? Demanda Ami. Je ne sais pas, peut-être que mes prières lui plaisent. Quelle est la loi fondamentale de l'univers? L'amour. Dans laquelle de tes attitudes y a-t-il le plus d'amour? Demeurer indifférent devant ton frère qui se noie ou tenter de lui sauver la vie? Je ne sais pas. Si dans mes prières je montre mon amour pour Dieu, je vais te présenter le cas autrement. Si tu as 2 fils, un qui est en train de se noyer dans une rivière pendant que l'autre passe son temps à adorer un de tes portraits et ne fait rien pour sauver son frère, sa manière d'agir te semblerait-elle correcte? Non, bien sûr que non. Je préférerais 1000 fois qu'il sauve son frère, mais peut-être que Dieu n'est pas comme moi. Non? Tu te l'imagines vaniteux, seulement intéressé à se faire adorer et indifférent du sort de ses enfants? Si toi, qui es imparfait, n'agirais pas ainsi, comment pourrait-il, lui, qui est parfait, être moins bon que toi? Je ne l'avais pas vu de cette façon. Dieu préférerait un athée au service de ses frères, un croyant indifférent devant un de ses enfants qui se noie, pendant que lui-même n'est intéressé que par son illusoire salut, évolution ou perfection individuelle. Je ne le savais pas, ami. Comment se fait-il que tu saches tellement de choses sur Dieu? Parce que Dieu est amour, et que par conséquent, celui qui fait l'expérience de l'amour fait l'expérience de Dieu, et celui qui aime ne désire qu'être utile. Quelle est ta religion? Aucune, ou peut-être oui, je ne sais pas. Dans tout l'univers civilisé, l'unique religion, la religion universelle, consiste à vivre en amour, parce que l'amour est Dieu. En dehors de cela, nous n'avons aucun système de croyance. Excepté une, dis-je. Laquelle, Pedrito? Eh bien, celle que l'amour est la loi fondamentale de l'univers. La loi fondamentale de l'univers n'est pas une croyance, c'est une loi prouvée scientifiquement ou spirituellement, parce que la science et la spiritualité sont la même chose pour nous, comme elles le seront pour vous lorsque votre science découvrira l'amour. Je croyais que c'était une superstition, demanda Ami en riant. Quelque chose comme cela. Peut-être une bonne intention. Tu te trompes de nouveau. Allons voir quelques personnes très spéciales.